Donc, Olivier Lascar nous a parlé de la transition entre le tout papier et le papier plus numérique. Cette fois-ci, on va passer plus près des réseaux sociaux. L'oratrice suivante est Camille Coco. Je garde mes notes quand même. Alors, elle a eu une formation scientifique en biologie et géologie et en communication des sciences. Elle a travaillé pour différents acteurs de la culture scientifique en France et en Angleterre, et elle est fondatrice et gérante de Spark & Company, agence de communication scientifique. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je vais vous parler aujourd'hui de l'évolution des usages de la culture scientifique grâce au numérique, avec le numérique, et en quoi on peut réutiliser ces nouveaux usages au profit de vos professions et au profit de vos institutions également. Donc, depuis disons 20 ans, 2 décennies, le numérique a énormément impacté et changé les usages. Les usages, c'est très très large, c'est les usages personnels. Je suis sûre que vous-même, vous pouvez voir la différence. Je suis sûre que vous avez déjà passé un Skype, discuté avec des collègues via caméra interposée. Tous les usages, vraiment à tous les niveaux, ont été impactés par le numérique. Et ce n'est pas seulement au niveau personnel, c'est au niveau professionnel aussi. Aujourd'hui, vous êtes tous là à titre professionnel. Alors vous êtes issus d'institutions, de sociétés savantes, chargés de communication, chercheurs, journalistes, scientifiques ou plus généralistes. Et vous faites tous partie des différents acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle. Ce qu'on appelle le grand public, qui est un peu un gros mot, mais on va dire grand public, c'est-à-dire les gens qui agissent d'un point de vue personnel dans cette culture, font également partie de cette galaxie d'acteurs qui vont interagir les uns avec les autres, créant des usages et créant une culture de la science. Les usages ont donc été impactés. Au point de vue professionnel, ce qu'on peut voir, c'est que les usages professionnels se sont adaptés aux usages personnels. Certaines institutions ont réussi à créer de nouveaux usages et à s'adapter. Alors j'ai fait un petit travail récemment, j'ai essayé de lister, alors c'est pas exhaustif parce que c'est très compliqué d'être exhaustif, tous les usages que j'ai pu voir ces dernières années, et j'ai essayé de les trier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue professionnel pour participer à la culture scientifique en utilisant le numérique? On peut essayer de partager la science, s'approprier le contenu, je vois pas très bien en dessous, et s'impliquer. Aider les gens à s'impliquer dans la science. C'est des usages qui sont, pour le moins, pas forcément numériques, qui sont, disons, basiques, mais dans lesquels on peut glisser un petit peu du numérique et interagir avec les gens de façon plus intéressante. D'ailleurs, M. Lascar l'a dit tout à l'heure, c'est très intéressant, les gens ont avancé, les usages des gens ont avancé, ont évolué, et les institutions aujourd'hui sont un petit peu à la traîne et il y a moyen de trouver des usages intéressants, vous allez voir. Donc je ne vais pas pouvoir tout vous traiter aujourd'hui, parce que ça a fait l'objet d'un cours de 3 heures la dernière fois que je l'ai fait. On n'a pas 3 heures. Je vais essayer de me concentrer sur quelques exemples qui concernent notamment la recherche scientifique, puisqu'on a pas mal de personnes qui vont parler de la presse scientifique. Donc voilà. Donc je vais vous proposer des exemples qui vont, j'espère, vous inspirer pour vos prochaines actions de communication. Concernant donc partager la science, s'approprier le contenu et s'impliquer. Alors pour partager la science, il y a donc en général ça implique les acteurs, les institutions, les chercheurs et qui sont en relation avec le grand public. Il y a quelques institutions qui sont assez précurseurs sur ce genre d'activité, notamment donc la NASA qui est très très loin devant.
On court tous après la NASA. Et dont certains se sont inspirés, notamment le CERN et le CNES, qui organisent régulièrement ce qu'on appelle des hangouts. C'est avec Google. Donc c'est comme des Skype, c'est des discussions par caméra interposée. C'est des rendez-vous alors mensuels, bimensuels. Je crois qu'il y en a qui sont plutôt semestriels. On invite un chercheur, on invite un expert, même des techniciens, des ingénieurs. On propose une thématique et les gens peuvent se connecter et poser des questions. C'est un peu comme une conférence de presse, mais avec les gens, directement, discussion de 1 à 1 ou de 1 à plusieurs. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran d'une discussion à laquelle j'ai malheureusement pas pu participer, mais qui était avec le président du CNES, à laquelle j'étais invitée et à laquelle quelques blogueurs étaient invités, mais elle était diffusée en direct sur YouTube pour les gens et pour participer. Donc là, c'est une relation assez descendante, on va dire, de l'institution au public, mais qui peut permettre d'avoir des vraies discussions. Quelque chose que j'aime beaucoup également, et pour le coup qui date d'hier, Rosetta, donc, qui a été lancée par l'ESA, et qui s'est réveillée hier après plusieurs mois, 8 mois il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Oh, excusez-moi. Oui, bah voilà, je suis pas spécialiste du coup. Voilà, qui se réveille après longtemps. Et donc, qui tweet? C'est quand même assez dingue. On peut voir les tweets de Rosetta. Et on a pu la voir se réveiller. Donc, elle a dit bonjour dans un certain nombre de langues. Je crois que c'était toutes les langues européennes, si je ne me trompe pas. Et donc, elle a raconté au fur et à mesure son réveil et les différentes phases de son réveil. Et je pense qu'à partir de maintenant, elle va expliquer au fur et à mesure ce qu'elle fait. Donc là, c'est assez descendant, puisque je pense qu'on ne peut pas discuter avec Rosetta. Je n'ai pas essayé personnellement. C'est une façon très simple, rapide et concrète de pouvoir voir sur son téléphone, par exemple, ce que fait Rosetta. Où en est Rosetta? Est-ce que c'est pas magnifique? Alors, d'autres exemples, cette fois-ci pour parler de son métier. Quelque chose qui n'est pas toujours évident, mais qui passionne vraiment, vraiment les gens. C'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais en tant que chercheur? Qu'est-ce que tu fais en tant qu'ingénieur? C'est quoi la différence entre ingénieur et chercheur? C'est des questions que les gens se posent beaucoup et qui ne sont pas souvent répondues, en fait. Et il y a aussi quelques exemples qui sont intéressants là-dessus. Alors, je vous en ai mis que sur Twitter cette fois, qui sont des discussions, des fils de discussion. Donc, ce que vous voyez avec les petits croisillons, là, ça s'appelle des hashtags. C'est-à-dire, c'est des fils de discussion de gens qui échangent sur un sujet. Et là, je vous en ai mis alors un français, TNGS, qui vaut en fait pour la thèse nuit gravement à la santé. Ce n'est pas de moi, c'est de thésards, et qui échangent sur leur petite misère quotidienne sur la thèse, et qui discutent, et qui peuvent également discuter avec le grand public sur ce que c'est le quotidien d'être thésard. Alors il y a Akanas PDF qui est anglophone, qui est un peu sur le même thème, et PhD Chat, qui est, il me semble qu'il est francophone et anglophone celui-là. Donc, qui permet aussi de pouvoir échanger sur les thématiques de métier. Alors, s'approprier le contenu toujours... Ah non, s'approprier le contenu, c'est une autre catégorie. Les serious games. Alors, les serious games, ça commence à être un peu plus connu aujourd'hui. Ce sont des jeux vidéo avec des objectifs serious, c'est-à-dire des objectifs sérieux, des objectifs d'apprentissage, d'éducation, de faire passer des données, des recherches, etc. Donc, dans ces usages-là, on va retrouver souvent, très très souvent, même quasiment tout le temps, des institutions de la recherche, des professionnels privés, des prestataires, puisque créer un jeu vidéo, ça ne s'apprend pas, ça ne se fait pas n'importe comment. Et aussi souvent, en France, des centres de culture scientifique, technique et industrielle. Donc notamment, vous pouvez voir à la droite un jeu qui est en train d'être développé par Science Animation, le CCSTI à Toulouse, qui s'appelle Thermis. Alors, je ne sais pas si on dit Thermitia ou Thermicia, qui va sortir en août 2014, si je ne me trompe pas, et qui est fait avec un laboratoire du CNRS à Toulouse, qui s'appelle le CRCA, un laboratoire sur les comportements cognitifs des animaux.
Ça doit être ça. Cognitif animalier, ça doit être ça. Et donc là, qui travaille, c'est vraiment tout le contenu, tout le travail sur les animaux, parce que donc, ça va être une histoire dans une termitière, c'est pas très compliqué. Tout est travaillé avec les chercheurs, et ensuite il y a toute la partie technique, etc., qui est travaillée entre le prestataire privé et le centre de culture scientifique. Un exemple américain, Plague Inc., qui est un jeu sur mobile où il faut tuer toute l'humanité avec un virus. Il est assez cruel, on va dire, mais si vous pouvez le télécharger, il est gratuit, il est absolument génial. Au-delà d'être génial, ce qui est super intéressant, c'est que ce jeu a initialement été développé par des créateurs de jeux vidéo. Qui se sont basés sur des modèles, alors je pense qu'ils n'étaient pas très poussés, leurs modèles, au niveau de l'épidémiologie. Et le CDC, le Center for Disease Control and Prevention aux États-Unis, s'est finalement associé avec eux et leur a dit, attendez, nous on peut vous fournir des vrais modèles épidémiologiques, on va travailler sur le contenu, etc. Et finalement, maintenant, le jeu est fait en partenariat avec le CDC. Donc c'est aussi pour le coup super bien vu de la part du CDC de s'insérer dans ce type de jeu pour pouvoir faire passer aussi leurs recherches et leur contenu. Très, très rapidement, Forestia, donc un des très nombreux jeux créés par la société Créo, qui est montréalaise, et qui crée des jeux aussi avec les scientifiques pour expliquer des modèles, et notamment là, Forestia, c'est sur les modèles de déforestation. S'approprier le contenu, le blogging. Alors le blogging, vous avez des gens qui vont en parler en fin de journée, donc je vais être assez rapide. Le blogging, c'est une activité qui permet aux gens de raconter, alors de raconter leur métier, de raconter leurs recherches, de parler de science parce qu'ils sont passionnés. Là, je vous ai présenté 2 plateformes de blogs, donc qui hébergent plusieurs blogs. Hypothèse, qui permet à des chercheurs en sciences sociales de raconter leur travail, de parler d'un sujet bien déterminé en sciences sociales et d'échanger là-dessus. Strip Science, qui a été initié par des chercheurs aussi, qui travaillent avec des dessinateurs, des graphistes, pour mettre en dessin et mettre en strip, en petites BD, des contenus scientifiques. Donc eux, ils sont français, et Hypothèse, il me semble qu'ils ne sont pas français à la base. Mais il y a aussi beaucoup de blogueurs français. Pour permettre de s'impliquer, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens pour permettre de s'impliquer? Énormément de choses. Donc là, c'est pareil, je ne vous propose que 2 seuls exemples. MicroRiza. MicroRiza, c'est une plateforme de crowdfunding. Alors, ça commence un petit peu à être connu, le crowdfunding. Ce sont des plateformes qui permettent aux gens de donner des sous pour des projets. Donc, on connaît surtout des plateformes du type KissKissBankBank, Ulule, etc., mais qui sont pour des projets assez généraux et divers et variés. MicroRiza, c'est le crowdfunding pour la science. Donc, en général, c'est plutôt des jeunes chercheurs qui n'ont pas trouvé de thèse et qui aimeraient bien quand même faire un projet de recherche. Ils proposent leur projet de recherche, ils expliquent, alors c'est très très détaillé parce qu'ils ont la rigueur scientifique, et ils demandent aux gens de financer directement leur recherche, sans passer par les gouvernements, sans passer par tout ça. En général, c'est assez modeste, hein, ça tape dans les quelques milliers, mais vraiment, c'est très très peu. Et ça permet d'impliquer les gens et de dire qu'est-ce que vous avez envie de voir arriver prochainement, très très prochainement, et de permettre de s'impliquer directement. Les fondamentales du CNRS qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, en 2013, qui ont demandé directement aux gens, au grand public, quels sont selon vous les domaines de recherche qui demanderaient à être investigués un petit peu plus profondément, des questions qui sont un petit peu à la marge des fois ou qui sont très transversales. Les gens ont été appelés à participer et à donner leur avis, notamment via les réseaux sociaux, via un personnage qui s'appelait la Fée Carto, qui était présente sur Facebook, sur Twitter, etc. Et il me semble que la participation a été très importante. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui y étaient, donc je serais ravie d'entendre votre retour là-dessus. Alors, pour finir, il me semble, on peut aussi proposer aux gens de faire de la science participative, de la recherche participative. Donc là, je vous ai mis pas mal de projets qui sont assez
biologie ou environnement. C'est assez facile aujourd'hui avec les téléphones mobiles de proposer aux gens de participer à de la collecte de données. Par exemple, Sauvage de ma rue, il me semble que c'est le Muséum d'histoire naturelle de Paris qui propose ce projet, qui propose aux gens de prendre des photos géolocalisées des espaces sauvages de verdure dans les villes, pour essayer de mieux comprendre où est-ce qu'ils vont se trouver et quel type de plantes vont s'intégrer dans quel type d'endroit. Donc c'est assez simple et les gens en général sont absolument ravis de participer à ce genre de projet, notamment Mission Printemps. Il me semble que ça commence à dater, Mission Printemps, ça devait être en 2012, 2013, qui a mis ensemble Arte, le CNRS, le Muséum d'histoire naturelle, un contracteur privé, je crois, et qui, sur plusieurs semaines, ont demandé aux gens d'aller prendre en photo tous les vers de terre sur 1 mètre carré et de les géolocaliser, ou alors d'aller regarder tous les nids d'hirondelles autour de chez eux et de les géolocaliser. Et toutes les données étaient directement envoyées aux chercheurs. Et à ce que j'en ai lu par la suite, les données ont sincèrement été très intéressantes pour les chercheurs, notamment pour les lombrics. Je crois qu'ils ont été très impressionnés de la quantité qui avait été trouvée par les gens et que ça a pu faire avancer, pour le coup, la recherche. Et ensuite, il y avait une petite émission qui était proposée sur Arte pour conclure avec les gens. Hop, on est déjà à la fin. Donc voilà, je vous ai proposé quelques petits exemples qui vous montrent que les usages ont évolué, tous les usages, et c'est très important surtout de ne pas avoir peur du numérique par ces outils. Ça peut faire peur. Je comprends totalement que des Twitter, des hashtags, des hangouts, ça puisse faire très très peur aux professionnels qui ne sont pas forcément ce qu'on appelle des digital natives. Mais il ne faut surtout pas, et c'est ça, c'est le gros piège, l'outil n'est rien. L'outil n'est ni bon ni mauvais, mais n'est pas puissant en soi. L'outil ne sert à rien. Ce qui est important, c'est l'usage que vous voulez adresser. C'est la problématique qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec les gens que vous avez envie de toucher? Est-ce que vous avez envie de partager? Est-ce que vous avez envie juste de leur balancer de l'information, très basiquement, ou de les impliquer dans un projet, de leur donner des billes pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier le contenu? Il faut partir de là et ensuite réfléchir, d'accord, alors quel outil je vais pouvoir prendre pour répondre à cette problématique? Et j'espère que je ne vous aurai pas fait trop peur aujourd'hui. Et je suis ouverte à toutes vos questions. Merci Camille. Donc on a le temps pour quelques questions avant la pause. Je vous ai effrayé. C'est la première, la plus difficile. Passons à la deuxième. Bonjour, merci de votre présentation, très intéressante. S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter? Alors moi je suis Nicolas Revoix, je suis l'intervenant suivant en fait. J'en profite pour me chauffer un petit peu. Je voulais vous demander, vous nous avez parlé donc de toute cette dimension numérique là, très intéressante et de la façon dont on peut l'utiliser pour communiquer. Votre activité à vous, plus précisément, en quoi elle consiste? Vous avez monté une société qui s'appelle Spark News, c'est ça? Alors oui, je suis fondatrice et gérante de Sparks & Co, qui est en train d'être déposée à ce moment même. Donc c'est vraiment tout neuf. Si vous cherchez, vous ne trouverez rien. Donc une agence de communication scientifique qui va être surtout destinée aux projets de recherche européens, puisque en fait le 16 décembre dernier, le projet de financement Horizon 2020 a été lancé par l'Europe avec beaucoup de sous, 80 milliards d'euros alloués à la recherche. Et donc cette fois-ci, l'accent est porté très fortement par l'Europe sur la communication de la recherche.
elle considère, et c'est magnifique, je trouve ça génial, que l'Europe se soit rendue compte justement de l'impact du numérique et notamment de la communication sur les projets de recherche, pour aider la recherche, mais aussi pour parler de la recherche aux citoyens, pour que l'argent qui soit mis là-dedans revienne aux citoyens et que le citoyen sache ce qu'il se passe. Donc, les questions du numérique, dans lesquelles je suis un petit peu spécialisée, m'intéressent énormément, et notamment pour ces projets de recherche européens pour lesquels je vais essayer de faire mon meilleur. Voilà, pour les aider à communiquer au mieux et à partager au mieux surtout, et à susciter le débat parmi les citoyens. Merci. Autre question? Si vous avez des précisions sur les projets que j'ai évoqués, je suis prenante. C'est peut-être plus un commentaire qu'une question, parce que Horizon 2020 donne effectivement beaucoup de place au numérique, mais beaucoup de place à l'open access. Aussi, oui. Alors, j'en ai pas parlé, je l'ai enlevé la slide. Justement, je crois que ce que vous avez montré, c'est l'importance de, préparer la communication, enfin la faire à mesure et l'adapter aux besoins du public. Bien sûr. L'open access, c'est justement quasiment le contraire de ça, c'est-à-dire regardez, voici nos données, voici, etc. Avec extrêmement peu d'attention à ce que le public pourra aller voir. Et donc, mon commentaire est un peu ce que vous nous avez illustré, des façons très différentes, au fond, de penser son public. Penser son public comme acteur, penser son public en faisant attention au fait qu'il aime bien jouer, aussi penser à son public, on va lui parler, mais bien sûr. Je trouve que c'est très important, et s'il y a une nouveauté, c'est pas tant la technique que cette possibilité de faire du coup humain. Tout à fait. C'est le retour à l'échange facilité, en fait. C'est vraiment la facilitation. Et je le redis encore, la technique ne sert à rien, sauf à répondre aux usages dont on a besoin. Et la facilitation que ça nous amène, c'est que voilà, aujourd'hui, on peut aider directement les chercheurs avec un téléphone. Aujourd'hui, on peut directement influer sur les décisions aussi. Alors, tout ce qui est sciences citoyennes, il y a tout un tas de projets qui ont permis, notamment un projet qui s'appelait Votons pour la science en 2012, qui, avant l'élection présidentielle, a permis de forcer, entre guillemets, les personnes qui étaient candidates à l'élection à se positionner sur les questions scientifiques, avec notamment donc, tous les citoyens qui étaient derrière à demander ce positionnement. Il y a énormément d'activités et de projets que je n'ai pas pu évoquer, mais oui, c'est ça. C'est le retour à l'échange facilité. Ne plus être l'institution qui est en haut et qui envoie de l'information au public, mais aplanir tout ça, permettre l'échange plus facilement. Je suis contente que vous l'ayez vu. Ça me fait très plaisir. C'est bien, c'est très bien. Oui, Bernard. Quel modèle financier vous permet de faire marcher votre agence du point de vue... Il faut quand même que la finance. Alors, ça va être les subventions européennes, en fait. Dans les projets de recherche, 2 à 4% de chaque budget sont alloués à la recherche et vont directement au Work Package Leader, pour ceux qui connaissent, donc les partenaires qui est responsable de tout ce qui est dissémination. Voilà. Et je vais faire aussi d'autres missions annexes. Voilà. Oui, Madame là-bas. Bonjour, Clarisse Olic, à l'INRIA, je suis documentaliste. Moi, je posais la question de l'éducation à la science, parce que communiquer, c'est bien, mais encore faut-il que le public puisse comprendre. Et donc, ça suppose toute une éducation. Est-ce que vous supposez qu'elle est faite a priori à l'école primaire ou secondaire, ou est-ce que votre démarche de communication s'accompagne d'une démarche pédagogique ? Au titre de ma société ou de façon générale ? Et en général. Moi, j'ai tendance à penser que l'éducation, ça se limite vraiment pas à l'école, que l'école, c'est important, mais que l'éducation, elle se fait aussi énormément
dans tout le temps où on n'est pas à l'école, dans le temps où on va naviguer sur Internet, par exemple, où on va tomber sur le site de Sciences et Avenir, Sciences et Vie, etc. Oui, là, je vous ai proposé des projets qui ne parlaient pas forcément d'éducation à proprement parler, parce que j'avais envie d'adresser surtout les usages de la recherche pour parler au maximum d'entre vous. Mais il y a également énormément de projets qui permettent d'adresser l'éducation via le numérique. Est-ce que je peux vous en trouver un qui soit bien... Notamment tous les projets qui sont lancés par les CCSTI, les centres de culture scientifique. Alors ici, ça va être la Cité des Sciences, qui propose de plus en plus d'outils numériques, et notamment via les réseaux sociaux avec certaines communautés. À Grenoble, notamment, la Casemate, qui est donc le CCSTI de Grenoble, a créé une communauté qui s'appelle Écosciences. Et qui permet aussi de travailler sur l'éducation et sur le partage d'expertise des gens. Mais il y en a bien sûr énormément. J'ai pas pu tout vous montrer. On m'a dit non, en cours de 3 heures, ça marche pas. Il y a un problème qui est souvent, enfin là on parle beaucoup dans le virtuel, et notamment lorsqu'il concerne la chimie, mais je crois que la physique, c'en est pas très loin non plus. Il y a un moment où il faut passer, je dirais, à l'acte expérimental. Donc il faut revenir vers le réel et être confronté avec quelque chose qui ne marche pas éventuellement, ou qui marche de travers, par rapport au côté, je dirais, un peu idyllique que pourrait représenter le virtuel. Alors, quelles sont les interfaces qui existent ou qui devraient être développées, et justement en liaison alors avec ce que vous appeliez les générations qui viennent maintenant, n'est-ce pas, du tout numérique, qui apprennent ça dès l'âge de 4 ans, il va y avoir un moment où il y aura peut-être une explosion de tous ces jeunes, je dirais peut-être dans 5 ou 10 ans, comment drainer toute cette force de façon à ce qu'elle soit, je dirais, d'une part instruite et d'autre part productive. Elle est compliquée votre question. Alors, sur l'expérimentation, alors tous les projets de recherche participative dont je vous ai parlé peuvent grandement aider les chercheurs. Je vous ai parlé que de Sauvage de ma rue et Mission Printemps, mais alors Foldit, c'est un des plus connus, je pense. Alors il permet... C'est un jeu qui est proposé sur Internet aux internautes et qui permet d'aider les chercheurs à trouver la conformation d'une protéine qui me semble être impliquée avec le VIH. Alors là encore, je ne suis pas complètement spécialiste, mais c'est un des plus gros projets et qui a eu le plus de retombées extrêmement positives. Les chercheurs n'avaient pas la force de travail suffisante pour chercher toutes les conformations possibles pour cette protéine. Les internautes, ils sont énormément, ont eu cette force de frappe nécessaire en fait. Et alors je crois que c'était il y a quelques mois et ils ont fini par trouver en fait la solution au problème. Il y a également un projet de catégorisation des galaxies. Alors je crois que c'est lancé par la NASA. Alors c'est pareil, il faut catégoriser chaque photo de galaxie. Un ordinateur n'est pas capable de le faire. Il faudrait une puissance de calcul très importante et de toute façon, il n'arrive pas à voir les différences. Seul l'œil humain est capable de le faire. Les chercheurs n'ont pas la force de frappe encore nécessaire pour le faire. Ils ont demandé à l'Internet, aux gens. Et les gens le font, mais de façon complètement volontaire et très enthousiaste. Et les chiffres sont absolument faramineux. Je crois qu'on arrive à plusieurs milliers de galaxies qui ont déjà été catégorisées et qui aident, pour le coup, l'expérimentation et le travail au jour le jour des scientifiques.
Voilà. Est-ce que ça a répondu un petit peu à votre question? Donc ça, c'est... Voilà. Bien. Il y a déjà pas mal de temps, il y a eu l'association, je crois, de quelque chose comme 20 000 micro-ordinateurs de par le monde. C'était, je crois, pour calculer le plus grand nombre premier. Oui. Je me souviens pas très bien. C'était quelque tout à chose fait, comme ouais. ça. De mettre en réseau plusieurs ordinateurs pour avoir une puissance de calcul plus forte. Exactement, oui. Il y a eu pas mal de trucs comme ça, oui. Pour les gens de la toilette, tout ça. Merci. Michel Boivino, CEA. Ma question, en fait, portait sur quel type de public vous avez sur ce genre de site participatif? Parce que j'imagine qu'il faut quand même avoir déjà une certaine culture pour participer, non? Alors, non. Pour recenser, par exemple, vous parliez de galaxies et autres, je pense qu'il faut quand même un minimum de connaissances en astronomie, en astrophysique. Parce que ces projets sont très bien créés, en fait. Et c'est là toute la force de ces projets-là. C'est que c'est rendu très, très simple par les équipes. Alors, je pense qu'il doit y avoir des équipes de médiation, etc., à la NASA. Pour les galaxies, on a donné, en fait, une petite fiche avec différentes formes, avec différents noms. Et on fait passer des photos devant les yeux des gens et on leur dit, ça, c'est quoi? Alors ça, c'est une forme comme ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une forme comme ça. Ça prend 2 secondes 30 à catégoriser chaque galaxie. Après, s'il y a des... je suppose que chaque galaxie est passée devant plusieurs yeux pour vérifier qu'on est tous bien d'accord sur la catégorisation de la galaxie. Mais c'est rendu très simple. Pour Foldit, ils ont travaillé aussi avec des développeurs qui ont créé en fait un jeu en 3D qui est manipulable en 3D. Et c'est pareil au niveau du gameplay, ce qu'on appelle le gameplay en jeu vidéo. C'est rendu extrêmement simple, extrêmement ludique, ce qui fait que les gens n'ont pas forcément l'impression de travailler, entre guillemets. Ils s'amusent, ils font un casse-tête, et il arrive que ce casse-tête, finalement, aide les scientifiques à trouver une conformation de protéines. Donc il y a aussi un gros travail pour rendre ça aussi attrayant et sympathique pour les gens. Et en termes de public, alors pour tout ce qui est astro, il y a des grands fans d'astro. La communauté astro dans les passionnés est absolument fantastique. Le CNES vous en parlera, ils arrivent à faire des trucs de dingue. Les chimistes, les mathématiciens en sont jaloux, c'est pas juste. Ils arrivent à les mobiliser extrêmement facilement. Mais après, disons que c'est souvent des publics qui sont un petit peu ce qu'on appellera geeks, qui sont en général assez à l'aise avec toutes les technologies numériques. Mais après, c'est assez lambda. Et c'est ça qui est assez dingue, en fait. Notamment pour MicroRISA, le site de crowdfunding. De plus en plus de gens s'intéressent au crowdfunding. Moi-même, j'ai participé à quelques projets où j'ai donné 5 €, 10 €, voilà, une petite participation pour dire que je soutiens le projet. Et en fait, les gens sont juste très heureux d'aider une cause qui leur tient à cœur. Et je pense qu'il ne faut pas croire justement qu'il y a des catégories très fermées. Pour Mission Printemps, c'était très drôle. J'avais lu un retour sur Mission Printemps et c'était beaucoup en fait des personnes âgées qui faisaient la mission avec leurs petits-enfants. Parce que c'était une mission par week-end. Ils voyaient les petits-enfants durant le week-end. Et un week-end, on allait compter les lombrics. Un week-end, on allait regarder les hirondelles et prendre des photos et les géolocaliser. Donc, je pense que chaque activité, en fait, trouve son public, mais que c'est difficile de faire une généralisation. Entre les geeks astro du CNES et les papis-mamies et leurs petits-enfants de Mission Printemps... il y a un monde, et pourtant, ils arrivent tous à trouver une façon de s'impliquer là-dedans. Et je pense qu'ils ont envie de s'impliquer là-dedans, de sentir qu'ils font partie de ça. Voilà. Bien, on va prendre une petite pause de 5 minutes, pas plus. On serait en retard autrement, pour penser à autre chose, avant d'écouter Nicolas Revoy.